Bonjour Tom. Bonjour Christelle. Voilà, nous sommes en direct avec toi comme chaque semaine, chaque samedi en direct du Donbass et nous sommes le 5 novembre et c'est le 13e CITREP Ouais. qui, hélas, a dépassé toutes nos craintes en termes de bombardement et là, je crois que on se dirige vers une grosse catastrophe, hein. C'est d'ailleurs une semaine catastrophique. Je te laisse nous en parler. Ouais, donc là, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 3810 fois le cessez-le-feu, soit plus 48% par rapport à la semaine passée, dont 3042 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, soit 80% des bombardements. Donc là, effectivement, on a bien grimpé par rapport à la semaine dernière. Il faut y rajouter les 800 bombardements des dernières 24 heures, dont 751 aux armes lourdes, soit 94% des tirs. Donc là, on est dans une dynamique, ça redescend quasiment plus, ou quand ça redescend, ça remonte le jour d'après. Hein, on était retombé à 400, on remonte à 800. Donc c'est juste le temps qu'ils déplacent leur armement et puis ils reprennent les tirs, quoi. Donc D'accord. c'est la seule raison des quelques baisses qu'on voit ponctuelles, mais si on regarde la tendance, on va dire générale, on Elle, continue dans l'augmentation. Hein. elle grimpe pas à la Euh, verticale, mais presque. Voilà, donc là on atteint effectivement en moyenne, si on extrapolait, si on continue comme ça pendant un mois, bon là on va atteindre les records de l'année 2016. Hein. Là on va finir par dépasser. Hein. On a déjà, je crois, quasiment dépassé, hein. Si on regarde les Quasiment. statistiques, malheureusement, il faut des chiffres pour avoir une idée de la gravité de la situation. C'est qu'en Mm. janvier, c'était des bombardements sur un mois. Maintenant, c'est en une Voilà. semaine. C'est en une semaine, voilà. Donc là, effectivement, on a atteint en une semaine l'équivalent d'un mois de bombardement en tout début d'année. Donc bon, ça en dit long sur l'état du cessez-le-feu. Ouais. Et puis bah là, je pense qu'on va bientôt redépasser le niveau du mois d'août, donc juste avant que le nouveau cessez-le-feu soit mis en place au 1er septembre, où donc on avait dépassé les 15 000 bombardements dans le mois. Bon là, 3800 par semaine, là on n'est plus très loin là. Donc La feuille de route qui a été négociée à Berlin entre Merkel, Hollande et la donc feuille de route pour voilà, implémenter la feuille de route qui elle-même, enfin bon, c'est voilà. c'est c'est le serpent qui se mord la queue. Cette histoire, ça rime à rien. Sur tous les plans, de toute façon, Kiev continue de bloquer totalement l'application des accords de Minsk, qui refuse de se retirer à Stanitsa Luganskaya sous prétexte que ça tire, sauf que c'est eux qui tirent. Oui, ça c'est bien. L'échange de prisonniers, on attend toujours. Ils essayent de magouiller des espèces d'échanges 1 pour 3, alors qu'on avait dit un échange tous pour tous. Enfin, Oui. de toute façon, voilà, on voit bien où ça va partir. Donc les tirs de cette semaine ont concerné 25 localités. Les plus intensifs ont touché Zaïtseva, bon, ça comme toujours, hein, ce village où on est allé assez souvent avec nos collègues. Bon, ils n'ont jamais connu le cessez-le-feu. Yelenovka, Yasnoye, Stepnoye, Kominternovo et les districts de Kievski et Petrovski à Donetsk. On a aussi noté cette semaine l'augmentation de l'utilisation de l'armement lourd par l'armée ukrainienne en plein jour. Donc là, maintenant, même moi, quand je me balade en ville en journée ou quand je vais ou que je reviens du travail, ça devient de plus en plus fréquent d'entendre des tirs depuis le centre-ville en pleine journée. Donc auparavant, ils attendaient quand même la nuit pour masquer leur saloperie. Maintenant, ils se cachent même plus. Voilà. Donc ça en dit long aussi sur le sentiment d'impunité au sein de l'armée ukrainienne. Les bombardements de la semaine ont fait 5 morts, dont un civil, et 10 blessés, dont 7 civils, dont un rien que la nuit dernière. Hein, donc, Ouais. voilà. Bon, c'est un Mm. peu moins que la semaine dernière, hein, mais bon, par contre, ils ont démoli ou endommagé 53 habitations, plus 3 hier, donc on est à 56 en 8 jours, quoi. Donc là, Ouais. voilà. Donc on a Et, quand même eu de la chance qu'il y ait eu un peu moins de victimes, mais bon, c'est les bâtiments qui ont pris, quoi. et l'hiver approche, donc Et l'hiver approche, donc ça va être sympa pour les gens qui ont des maisons éventrées ou avec un gros trou dans le mur. Ça ouais. va être bien. À cause des tirs d'artillerie et de mortiers constants sur les localités du sud de la République populaire de Donetsk, donc Kominternovo, Bezimenoye, Leninskoye, Sakhanka, les réparations ne peuvent pas avoir lieu pour restaurer l'approvisionnement électrique du district de Novoazovsk. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs villages qui sont sans électricité. Ah, de mieux en Ça va mieux. être ça. Ah Donc, ouais. C'est
Et les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont d'ailleurs repéré de nouvelles armes à détruire en cas d'offensive de l'armée ukrainienne. En direction de Gorlovka ont été détectées une batterie de lance-roquettes multiples grades, 2 pelotons de chars d'assaut, une batterie d'obusiers D-30 de 122 mm et une batterie de mortiers de 120 mm. En direction de Donetsk, un peloton de chars d'assaut, un peloton de mortiers automoteurs Nona S de 120 mm et une batterie de mortiers de 120 mm. En direction de Mariupol, un peloton de système d'artillerie automoteur Akatia de 152 mm, une batterie de système d'artillerie automoteur Gvozdika de 122 mm et un peloton de chars d'assaut. Et hier, un avion de combat ukrainien a aussi été signalé dans cette direction à 10 km de la ligne de front, volant à basse altitude. Je rappelle que l'utilisation des avions et des hélicoptères de combat est totalement contraire aux accords de Minsk. Voilà. Tout cet armement a bien sûr été retiré des sites de stockage où il était censé se trouver. Donc d'ailleurs, durant la semaine écoulée, les agents de la mission de surveillance de l'OSCE ont enregistré l'absence de 163 pièces d'armement lourd des sites de stockage. Voilà, bon, on sait où ils sont sur le front. Voilà. Des pièces d'armement d'ailleurs que l'armée ukrainienne place de plus en plus dans la cour de certains immeubles dans les localités qu'elle occupe. Je rappelle que ceci est une violation totale du droit international, parce que ça revient à transformer les habitations en cibles des tirs de représailles de la part de notre armée. Le but étant bien sûr après de hurler au fait qu'on aurait blessé ou tué des civils. Ça rappelle pas, des fois comme ça rappelle pas la situation d'Alep-Est où les terroristes utilisent la population civile comme bouclier humain? Bon. Est-ce que le fait que les terroristes soient drivés par Washington autant que les néo-nazis en Ukraine soient... Même patron, même méthode, comme je dis toujours, voilà. Les chiens ne font pas des chats, quand le marionnettiste est le même, on retrouve la même signature derrière, donc effectivement, là on a la même méthode qu'à Alep-Est, que dans d'autres endroits où Daesh, Al-Nosra et toute la clique de gens qui font du bon boulot, dixit Monsieur Fabius. Oui. Voilà, alors, on se cache parmi les civils, on installe les canons, etc. à cet endroit-là et on tire depuis des zones civiles. Tout va bien. Ouais. Donc, bon. Ces emplacements d'armement et le logement des mercenaires étrangers que Kiev emploie dans des centres de vacances ou des sanatoriums normalement prévus pour les enfants entraînent bien entendu un mécontentement croissant parmi la population des zones occupées. Ça, c'est un peu logique. Et une situation qui ne va pas s'arranger avec la chasse aux sorcières que Secteur Droit mène actuellement à Pravdovka pour traquer d'éventuels soutiens de la République populaire de Donetsk. Intimidation, menaces, torture sont au menu. Depuis l'arrivée d'une centaine de combattants de cette unité dans ce village composé à 60-70% de femmes. Voilà, on voit le courage de ces mecs-là quand même. Oui. Et l'impunité totale, c'est-à-dire que... Et l'impunité totale, voilà. La junte laisse faire des exactions qui sont des crimes de guerre, puisqu'on est dans le cadre d'un crime de guerre en termes généraux. Donc, oui, c'est certain, le stade de foot de Donetsk sera rempli à bord quand le Nuremberg numéro 2 sera lancé, ça fait aucun doute. Je pense qu'il va faire plusieurs sessions. Je pense qu'on va le remplir plusieurs fois, le stade. Oui. L'armée ukrainienne, quant à elle, se délite de plus en plus, avec près d'une centaine de soldats amenés dans les hôpitaux de la zone de l'opération antiterroriste, soi-disant, en une semaine. Des désertions en hausse, alors que le commandement laisse ses soldats sans fioul de chauffage et sans nourriture correcte, poussant les soldats à piller ce qu'il leur faut parmi la population civile. Oui. Voilà, encore de quoi se faire des amis. Elle a aussi signé son caractère terroriste, cette armée, en faisant exploser 2 bombes à Donetsk, près d'infrastructures sociales, heureusement sans faire de blessés. Edouard Bassourine a appelé la population à faire preuve de vigilance et à signaler toute personne ou paquet suspect. Structure sociale, c'est dire à quel point ils sont courageux. En temps normal, on pourrait dire, même si c'est quand même des froussards ou des mecs pas clean, ils pourraient peut-être viser uniquement que les structures militaires. Mais oui, non. mais non, Mais non. Courageux, mais pas téméraire non plus. D'ailleurs, à Lugansk, le MGB, donc les services de renseignement, a arrêté les dirigeants d'un groupe subversif du régiment Azov, soupçonnés d'espionnage et de correction de tirs d'artillerie, donc ils sont en cours d'interrogatoire.
Situation politique. Donc, vu qu'il n'y a aucune amélioration concernant les accords de Minsk, je n'en parlerai même pas. Par contre, les choses avancent entre la République populaire de Donetsk et l'Ossétie du Sud, qui ont signé un mémorandum d'accord de coopération sur le plan de la communication et des technologies de l'information. Notre directeur Janusz Putkonen s'est entretenu avec le président du comité des communications d'Ossétie du Sud, Kassan Gigolayev, afin de discuter de la coopération entre médias, afin que notre agence reçoive de manière directe les informations majeures venant d'Ossétie du Sud. Notre agence a aussi été invitée officiellement à visiter l'Ossétie du Sud. Donc ça promet une belle ouverture. Ouais. Une belle ouverture, bravo. Ouais. Toujours concernant l'Ossétie du Sud, un accord d'amitié et de coopération et 2 autres de coopération juridique et de coopération économique sont aussi en cours de préparation. Donc on avait parlé après ce forum qui avait eu lieu à Lugansk de ces futurs accords. Et ben, voilà, c'est en train d'être mis en place. Absolument, oui. 5 ou 6 trèpes en arrière, on a effectivement parlé de ça, ouais. Absolument. Voilà. Donc là, on voit que ça se met en œuvre, c'est pas juste des paroles en l'air. Voilà, le travail est en cours. Société. Donc hier, c'était le jour de l'unité nationale, mais aussi l'anniversaire des 2 ans de la présidence d'Alexander Zakharchenko, puisqu'il a été élu comme président de la République populaire de Donetsk il y a exactement 2 ans. Donc il a tenu une ligne directe avec la population de la RPD, mais aussi des journalistes. Le président a répondu à beaucoup de questions. Il y a eu vraiment, ça a duré presque 2 heures. Il y a fait de nombreuses déclarations et annonces, donc je vais en mettre 3 parce que voilà, pour essayer de se concentrer, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Concernant les bombardements intensifs, il a rappelé que rien que sur les 4 premiers jours de novembre, plus de 1000 obus d'artillerie et 600 obus de mortier avaient été tirés sur notre territoire, donc c'est énorme. Zakharchenko a averti les commandants et les soldats de l'armée ukrainienne des inévitables représailles. Nous allons réagir, chaque balle tirée vers nous ne restera pas impunie. Vous devez comprendre que l'armée de la RPD est pleinement capable non seulement de défendre son territoire, mais de passer à l'offensive. Donc là, c'est quand même un avertissement. On rappelle que là, il va falloir quand même qu'ils se calment parce que sinon, ça peut leur coûter très très cher. Il a aussi parlé de tout ce qui était motivation, on va dire, pour le combat, motivation... pour se battre. Certains se battent pour le pétrole, d'autres pour les dollars, d'autres pour le pouvoir, d'autres pour des frontières. Nous nous battons pour l'amour parce que nous aimons notre patrie, nos enfants et nos femmes, notre langue et notre histoire. Voilà, c'est très joli, donc ça méritait d'être dit. Oui. Il a aussi souligné que le format Normandie tel qu'il existe actuellement est illogique et qu'il faut soit en retirer l'Ukraine, soit y faire rentrer les 2 républiques populaires, parce qu'effectivement, ça n'est pas normal que seule une des 2 parties du conflit en cours soit présente à la table des négociations. Donc soit c'est aucune, soit c'est les 2. Absolument, oui. Une question d'ailleurs que Vladimir Poutine a mise sur la table et qu'il a annoncé lors de son discours du club Valdaï, et que le président de la République populaire de Donetsk espère voir résolu d'ici la fin de l'année. Donc on va voir si ça bouge de ce côté-là, mais bon, c'est pas normal du tout. Je pense que si Moscou a décidé de mettre la pression, ça me paraît difficile que l'Allemagne et la France s'y opposent, sauf si la situation dégénère vraiment. Oui, mais de toute façon, l'Ukraine refusera, puisqu'il refuse de négocier de manière directe avec les républiques populaires. Donc, dans ce cas-là, c'est l'Ukraine qui va claquer la porte, je veux dire, pour être très logique. Économie, d'ailleurs, donc lors de cette ligne directe, Zakharchenko a annoncé qu'en 2017, la République lancera un programme de réparation complète des routes de la République et que l'asphalte sera remplacé par du béton. Voilà. Parce qu'effectivement, l'état des routes, bon, même si là, ils ont fait un gros programme de réparation des routes, on ne pouvait pas tout faire cette année. Mais là, il est vraiment temps de réparer un certain nombre de routes, entre autres dans le sud du pays, qui sont dans un état désastreux, entre autres à cause de tous les bombardements qu'elles subissent. D'accord. Divers, donc on va reparler des procédures pénales que la Russie a lancées. Donc on avait parlé la semaine dernière de ce lancement de procédure pénale contre 6 commandants de l'armée ukrainienne. La Russie a rajouté 4 noms de commandants à sa liste de poursuites pénales pour leur bombardement de zones civiles dans le Donbass. Donc on en est désormais à 10.
déjà 10 commandants de l'armée ukrainienne, qui se rajoutent à la procédure qui avait été déjà lancée en septembre contre les hauts responsables du type ministre de la Défense, chef de l'état-major, etc., pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc je pense que ça va continuer dans les semaines qui viennent. La liste va se rallonger de plus en plus. Et comme tu disais, pour le Nuremberg numéro 2, on va avoir du monde. Hein. Et puis c'est aussi, à mon avis, là, je serai à la place de ces gens-là. Moi, je commencerai sérieusement à envisager un exil immédiat dans un autre pays. Parce que Washington a une certaine habitude d'abandonner ses alliés en race campagne. C'est ça, quoi. Et je pense que là, leur avenir est extrêmement compromis, surtout avec la motivation des Russes à mettre un point d'honneur à mettre ces gens-là dans une prison au minimum. C'est ça. Donc là, on a 3 pendant ce temps-là à Kiev, généreusement sponsorisés par Poroshenko. Il a fait fort cette semaine, il a fait très fort pour qui. Le premier a eu lieu lors d'un forum économique à Lvov, où le soi-disant président ukrainien a démontré ses incompétences en matière de géographie, en déclarant que la région d'Ivano-Frankovsk ne faisait pas partie de la Galicie. Voilà. Repris par le public présent dans la salle, Poroshenko n'a pu cacher son embarras et sa honte, et c'est président du pays quand même, hein, soi-disant. C'est bien, il connaît même pas la géographie du pays qui gouverne. Hein. Oui, on a les dirigeants que Washington nous impose, comme on dit. Hein. Ouais. Un président qui doit d'ailleurs sacrément abuser de la vodka, vu ses discours de plus en plus incohérents. Lors du dernier en date, Poroshenko a déclaré publiquement qu'il n'y avait pas d'opération antiterroriste dans l'est du pays, mais la défense contre l'agression russe. Oui. Petit problème, dans ce cas, il n'y a pas de terroristes ni de séparatistes, alors on se demande qui le SBU a-t-il arrêté depuis 2 ans et demi et torturé, si ce n'est des civils innocents. Oui, et à ce moment-là, ça veut dire quoi, ATO? A-T-O? C'est attardé, je ne sais pas, enfin il y a plein de trucs qu'on pourrait dire avec ATO. Voilà, donc, avec ATO, voilà. Alors attends, parce qu'il s'est même pas arrêté là. Il a continué ensuite en disant que pratiquement sans rien en termes d'armement, hein, quasiment à main nue, l'armée ukrainienne avait su contenir l'attaque de l'armée russe il y a 2 ans. Bon, alors, je sais bien que sous Captagon on se prend pour Superman, mais là faut peut-être pas exagérer. Il y a peut-être une possibilité, vu que c'est un fabricant de chocolat, il a peut-être mettre du cannabis dans certains d'entre eux, les avoir goûtés, et peut-être que la dose était très forte, c'est possible aussi ça, hein, je ne sais pas. Je sais pas, mais bon. Et le plus drôle, c'est en fait quand on compare son discours à un autre tenu quelques jours à peine auparavant, hein. Où le président, parlant de l'amélioration de l'armement et de l'entraînement de l'armée ukrainienne, a quand même déconseillé de vouloir se lancer dans une attaque directe contre la Russie comme alternative aux accords de Minsk, en comparant simplement les budgets et capacités militaires des 2 armées et en demandant à ses vats en guerre d'assumer les futures victimes d'une telle bêtise. Bon, donc d'un côté il te dit qu'il y a 2 ans ils ont réussi à arrêter l'armée russe quasiment à main nue, puis maintenant il te dit mais en fait on pouvait pas résister à l'armée russe. Et on a amélioré notre armement et notre entraînement d'armée. Il est peut-être sérieusement inquiet de se voir menacer son siège de président par la partie extrême droite, c'est-à-dire néo-nazi de ses alliés. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ça peut être ça, et sinon on peut que conseiller à Poroshenko d'arrêter la bibine et vite. Oui, de toute façon oui. Hein, je pense que là, ça devient grave quand d'un jour à l'autre tu te sors un truc et son contraire. Enfin, ça en dit long sur la véracité de l'agression russe, hein, parce que si d'un coup sur l'autre on te sort des délires pareils, enfin venir te dire que quasiment sans rien, juste avec de l'enthousiasme, l'armée ukrainienne a vaincu l'armée russe. Bon. Il nous offre sur un plateau des arguments qu'on aurait eu énormément de mal à mettre en exergue. C'est aussi simple que ça. S'il est à ce point bête que de se mettre une balle dans le pied, ben merci pour lui, merci à lui, je veux dire. Voilà, c'est ça quoi. Hein. Donc voilà. Puis alors, surtout ce soi-disant président ukrainien, ça serait peut-être bien aussi qu'il vérifie qui est-ce qu'il a au téléphone avant de faire des déclarations publiques. Oui. Hein, puisque pour la énième fois, Poroshenko, semble-t-il, était victime d'un canular téléphonique. Après l'annonce par l'administration présidentielle ukrainienne d'un coup de fil entre Poroshenko et son homologue kirghize, ce dernier a démenti l'information, faisant passer une fois de plus pour qui? Pour un abruti.
C'est Ouais. pas la première fois et ce sera certainement pas la dernière, mais Non bon, plus, oui. hein, là il est quasiment aussi bon que Hollande. L'évolution générale de la situation en Ukraine, donc on a parlé du mécontentement croissant des gens dans les zones occupées, mais pas seulement. Suite à la publication des déclarations de patrimoine d'un bon petit paquet de politiciens russes, Oui. ukrainiens, pardon. Donc, entre autres Poroshenko, les ministres, les députés ont été obligés de remplir une déclaration de patrimoine, obligation faite par le FMI. La population ukrainienne a moyennement apprécié. Parce que bon, quand ils ont vu ce qu'il y avait dans les déclarations de ces hommes politiques ukrainiens, comment dire, Oui, dans une période où ils ont du mal à manger, où ils ont beaucoup de mal à où se la chauffer. plupart des gens sont maintenant appauvris, ils ont même plus de quoi payer leurs charges communales. Ils ont découvert que leurs députés, ministres, etc., s'étaient enrichis d'une manière absolument indécente. Certains déclarant, je sais pas combien d'appartements, des yachts, etc., etc. Donc résultat, ça a généré un gros mécontentement parmi la population ukrainienne. Et un appel à manifester qui avait été lancé pour hier. Oui, exact. Qui a été suivi entre autres par les gens qui sont actuellement dans des banques ukrainiennes qui ont l'air d'être au bord de la faillite ou en faillite. D'accord. Il y a des déposants là qui sont pas très très contents, qui manifestent à Kiev depuis un petit moment. En tout cas, il y a eu plusieurs manifestations hier, dont une où ils ont bloqué la circulation avec des pneus brûlés. Et ça a dégénéré avec la police. Donc c'est quand même assez inquiétant. Bon, dans le même temps, Savchenko continue de saper la position de Poroshenko. Et le même jour, des photos d'un véritable arsenal présent près de l'aéroport de Boryspil ont été publiées dans la presse. Véhicules blindés, roquettes de grade, lance-grenades, manpad, missiles anti-chars, tout ce que tu veux, faisaient partie de ce stock assez impressionnant. Oui. Donc des armes qui semblent accréditer mon hypothèse d'une préparation d'un Maïdan 3.0 Oui. avec prise de contrôle de l'aéroport de Kiev pour empêcher certains responsables ukrainiens de s'enfuir. Ouais. Ça risque de chauffer, ouais, vu comme ça, ouais. Voilà. Hein. D'ailleurs, à Tcherkassy, news de dernière minute, les membres du régiment Azov se sont violemment opposés à la nomination de Valéry Lyuty comme chef de la police régionale. Ils ont brûlé des pneus devant le bâtiment de la police régionale avant de le prendre d'assaut. D'accord. Mais à part ça, tout va bien en Ukraine, tout va bien. Donc je pense que l'hiver va être effectivement très très chaud en Ukraine. Je pense que ça va chauffer pour les miches de Porky et toute sa clique. Oui. Parce que bon, hein, je veux dire, déclarer pour certains des millions de dollars en cash alors que leur population crève de faim. Ils ont même pas essayé de cacher une partie de cette fortune-là. Ils sont à ce point bêtes qu'ils se sont dit on a confiance, on a le pouvoir. Je pense qu'ils ont une certaine forme de sentiment d'impunité. Ils sont sûrs de je sais pas, je crois protégés par Dieu, je sais pas. Moi, C'est délirant, c'est vraiment délirant. Enfin là, et sur certains de ces députés, etc., il y avait quand même un certain nombre d'anciens commandants de bataillons nazis. Quand on voit les fortunes qu'ils déclarent et le salaire de députés, il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question de savoir d'où venait cette fortune. Donc certainement de vol, de pillage. Certains ont déclaré de détenir des œuvres d'art et des bouteilles de vin qui valent je sais pas combien de fois leur salaire. On sait très bien que les bataillons nazis se sont adonnés et s'adonnent toujours au pillage dans la zone de l'opération antiterroriste. Donc on se fait pas trop d'illusions sur l'origine des machins qu'ils déclarent. On voit que c'est un business très lucratif quand même, les bataillons nazis. C'est clair. Bon. Donc résultat, suite à cette pression populaire, ils ont quand même renoncé à voter le doublement du salaire des députés. Ah, ils ont osé, en plus. Doublement. Ils ont osé. Eh ben. Ouais. Non, mais pas peur, c'est même pas plus 50%, c'est plus 100%. Bon, là, ils ont renoncé. Bon, ça rappelle un homme politique aussi en France, avec une augmentation de 140%, je crois, c'est ça. Ouais. Celui-là même qui a contribué à détruire la Libye, qui va certainement d'ailleurs se retrouver lui aussi sur les bancs d'un Nuremberg numéro 2. Voilà. Donc tout va bien en Ukraine. Donc je pense effectivement que là ça va dégénérer en Maïdan 3.0, très certainement mené par des gens comme Savchenko, Yatsenyuk, etc. Donc l'aile la plus dure
Oui, parce que... Ces groupuscules nazis, ultranationalistes, Oui. qui vont, je pense, plus ou moins désavouer leur ex-chef de bataillon devenu député Oui. pour essayer de se refaire une virginité, et puis qui vont exiger leur tête au nom de la lutte anticorruption, comme ils l'ont fait contre Yanukovych. Oui. Donc je pense que dans les semaines à venir, ça va commencer à devenir très chaud à Kiev. Surtout si Washington a décidé de se débarrasser de Porky parce qu'il est devenu gênant et que finalement... parce que les déclarations dont tu as fait référence tout à l'heure, elles sont intéressantes parce que ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de déclencher une guerre contre la Russie, mais... non, parce qu'il sait bien que s'il fait ça, il va finir devant le tribunal. Hein. Voilà. C'est clair qu'il aura son siège réservé dans le Donbass Arena. Hein. Ça, il le sait. Poroshenko, il le sait très bien. Et lui, c'est un businessman. Ouais. Et bon, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas complètement demeuré. Donc, c'est quelqu'un qui sait, il sait très bien quels ont été les précédents avec d'autres pantins américains qui ont été lâchés une fois qu'ils ne servaient plus. Donc il sait très bien qu'il ne peut pas forcément compter. Et puis bon, il a des usines en Russie. Hein. Ouais, il a des usines en Russie. Donc c'est quelqu'un qui pense à son pognon et à sa tête. Et ça emmerde les États-Unis. Ils veulent des marionnettes beaucoup plus agressives. Ils veulent cette guerre. Ils la veulent absolument. D'ailleurs, je vais faire une petite digression concernant les élections américaines qui doivent avoir lieu la semaine prochaine. Absolument. Il y a eu donc des annonces de risques d'attentats d'Al-Qaïda, si je dis pas de bêtises, sur le territoire américain. Absolument. La veille des élections. Bon, on ouvre les paris. Moi, je parie 50 roubles sur le fait que ils vont nous interrompre les élections américaines avec un bon attentat sous faux drapeau. J'en suis arrivé effectivement à la même conclusion, parce que quoi qu'on puisse dire sur le sexisme ou un certain racisme peut-être de Trump, il est vrai que contrairement à la folle Clinton, il n'avait absolument pas l'intention d'attaquer ou de continuer les sanctions contre la Russie. Et voilà. Donc, ça, après, entre ce que lui il veut et ce qu'il aurait pu faire, ça c'est une autre histoire. Voilà. Mais au moins. Voilà. Mais je pense que effectivement l'establishment profond, l'État profond américain ne veut pas prendre ce risque Surtout qu'il rattrape Clinton dans les sondages. Il a plus que rattrapé, il l'a dépassé. Voilà. Il l'a dépassé. Il a plusieurs points d'avance. Il avait, je crois, 4 points d'avance dans le dernier sondage que j'avais vu, un truc comme ça. Donc il y a le feu à la maison démocrate, le feu à la maison de l'État profond américain. Et effectivement, ils sont capables de tout et du pire, puisque quand on est capable d'armer, driver, essayer de protéger des terroristes, je crois que... Des terroristes et des nazis, voilà. Je pense que ça en dit long sur... le genre, on va dire, de gouvernement, quel gouvernement américain. Donc, avec le risque faut s'attendre lundi, à mon avis, à une opération de déstabilisation et d'annulation des élections américaines de dernière minute. On peut le dire, un false flag utilisé par Obama pour ajourner les élections. Oui. C'est tout à fait possible ça, effectivement. Puisque maintenant Trump a eu, je dirais, l'audace d'avertir les Américains que les élections risquaient d'être truquées. Alors on connaît la chanson, hein, c'est-à-dire que les machines électroniques qui sont la propriété d'une société dont l'un des actionnaires est quand même George Soros. Bon, c'est quand même un curieux hasard, hein, on ne dira rien de plus, on laissera chacun se faire son opinion. Et donc là, c'est-à-dire que ce qui était pressenti, ce qui était ressenti en 2000 et en 2004, hein, sauf erreur, hein, puisque c'était George Bush, la première fois, ils avaient réussi à le faire élire en trafiquant en Floride. La deuxième élection, par contre, ils avaient dû mettre 2 États clés en plus pour essayer, avec les machines à voter électroniques précisément, pour essayer de refaire voter George Bush. Donc tout est possible, malheureusement. Tout est possible avec eux. Bon, puis là, les dernières révélations
des WikiLeaks sur les emails d'Amis Clinton Oui. plombé joyeusement, le FBI étant assez niche. Oui. Donc là, ils sont très très embêtés. Ça, plus les problèmes de santé de Clinton qui sont de plus en plus manifestes. Oui. Là, ça devient très très problématique. Ils n'ont pas le temps de trouver un nouveau candidat, sauf s'ils font sauter l'élection avec un attentat, pour laisser le temps de reprendre un autre candidat qui sera, on va dire, plus présentable que la Miss Clinton, mais qui sera l'exact équivalent. L'état de l'économie américaine, c'est de pire en pire. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient le temps quand même, parce que justement, c'est un petit peu comme l'Ukraine, hein. C'est moins facilement décelable, mais c'est un petit peu comme l'Ukraine. Les banques là-bas, Wall Street, le gaz et le pétrole de schiste, on sait que le pétrole n'arrive pas à remonter au-dessus de $50, donc le prix d'une extraction de barils de pétrole de schiste c'est autour de 80, donc il y a plein de sociétés, voilà, plein de banques qui ont prêté à des sociétés d'extraction de pétrole de schiste et de gaz de schiste qui se retrouvent au bord du gouffre. Donc on a un système américain, un système économique américain qui est prêt à exploser, hein. Donc le système capitaliste en fait qui est sur le point de se péter la gueule, parce qu'en Europe on a aussi la Deutsche Bank qui est dans une situation catastrophique, qui est en train de se faire racheter par le Qatar. Donc là on a une conjonction d'événements. La fin d'année risque d'être assez mouvementée. Oui, absolument. Et je pense que les déclarations de Poutine au club Valdai étaient très très intéressantes. Oui. Mais elles ont effectivement dénoté un haussement de ton. On a quand même senti que... le danger, c'est l'hystérie des Britanniques et des Américains à toujours emmener toujours plus de troupes, de blindés aux portes de la Russie. En Europe de l'Est, dans les pays baltes, il y a 5700 soldats américains qui doivent arriver de plus. Voilà, donc, si c'est pas une agression caractérisée contre la Russie... Je sais pas comment il faut appeler ça sinon. Voilà, exactement. Voilà. Donc on va bien voir, mais je pense que ça va aller crescendo dans les semaines à venir. La situation en Ukraine va devoir être surveillée de très très près. Je pense que ce Maïdan 3.0 se fera pas en un jour ou deux. On a vu le précédent, ça a pris des mois. Mais au vu de la situation catastrophique de l'Ukraine, avec certaines villes dans la région de Kherson ou d'Odessa qui n'ont pas du tout de chauffage, je pense que le mécontentement populaire en Ukraine va très très vite devenir intenable pour Poroshenko et toute la clique actuellement au pouvoir. Donc je pense que ça va vraiment dangereux. C'est très dangereux, parce que là, si c'est les nazis menés par Yatsenyuk, Avakov, Paroubi et la Savchenko qui montent au pouvoir, c'est quasiment une bande de timbrés équivalent à Clinton. C'est la guerre garantie. C'est la guerre absolument garantie. Voilà. Savchenko, c'est pas forcément sûr parce qu'elle a déjà plusieurs fois dit qu'il fallait présenter des excuses aux deux républiques pour ce qui a été fait. Mais par contre, les autres zigotos, oui, ça c'est clair que eux. Mais je pense que Savchenko, c'est plus un calcul politique pour discréditer Poroshenko, possible, en fait. C'est possible. Ça mais je pense qu'elle est kiff bourricot que les autres tarés. De toute façon, on aura, je dirais, en partie la réponse la semaine prochaine. Le prochain CITREP, le 14e CITREP, risque d'être particulièrement intéressant. Terrible aussi, sans doute. Peut-être pire encore que celui qu'on vient d'avoir là. Mais bon, voilà, il faut que chacun puisse prendre conscience de la gravité de la situation et que l'Ukraine n'est pas un pays perdu en Europe de l'Est, tout loin par là-bas. C'est ça, il faudrait que les gens quand même en Europe et surtout en France, Suisse, Belgique, réalisent bien que c'est pas parce que l'Ukraine est à 3000 km que ce qui s'y passe n'a pas d'importance pour les Français. Au contraire, ce qui se passe ici, comme le dit souvent mon directeur Janusz Putkonen, so goes Donbass, so goes the world. Ainsi va le Donbass, ainsi va le monde. Ce qui se passe ici impactera irrémédiablement, tout comme ce qui se passe en Syrie, les relations internationales et le risque d'une conflagration mondiale, troisième. Il serait quand même peut-être temps que les gens se réveillent et foutent monsieur 4% dehors avant qu'il ait entraîné la France dans la même situation que ce que la population du Donbass vit actuellement. Il faut quand même que les gens réalisent bien que ce qui arrive actuellement à la population du Donbass risque d'arriver en France, en Belgique, en Suisse, en Europe,
si on continue sur cette lancée-là, et que c'est pas parce que ça se passe à 3000 km que ça ne les concerne pas. Et d'ailleurs, je pense que Washington compte fanatiquement sur la participation de la France du fait quand même de son armée, de ses moyens technologiques, de ses armes nucléaires, de son groupe aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle. Et donc si jamais la population française se mettait en colère et arrivait à paralyser, je dirais, le système décisionnel de François Hollande, hein, qui est quand même coupable enfin, il est responsable de crimes de guerre, hein, ça c'est clair, net et précis. Si on arrive à neutraliser ce va-t-en-guerre, parce que c'est un va-t-en-guerre, alors on a peut-être une chance d'empêcher les États-Unis de rentrer dans cette infernale agression contre la Russie. Voilà. Ouais. On n'a plus qu'à prier pour ça. Espérer. Voilà. Très bien. Merci Christelle encore une fois pour ce site REP, hein, de nous offrir cette vision du terrain depuis le Donbass. Ouais. Alors en espérant bien évidemment toujours que la semaine suivante sera plus calme, moins dramatique, moins sanglante que la semaine qui vient de passer, mais bon, voilà. La semaine dernière j'ai eu les mêmes propos et malheureusement n'ont pas été Malheureusement, on a vu ce que ça a donné. Donc voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine, Tom. À la semaine prochaine, Christelle. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.